Alors, c'est une table ronde qui est très importante car on a la chance d'avoir des événements forts dans nos territoires. Et j'aimerais, grâce à vous, que l'on pénètre un peu dans les coulisses de ces événements. Et j'aimerais que l'on parle de livrables. Alors, j'ai la chance d'être un petit peu dans votre côté. J'aurais pu être à côté de vous car j'organise en tant que prestataire de la commune de Megève un événement qui s'appelle Tokissim, qui est en montagne et qui est donc payé par la commune de Megève, 1 million qui est mis sur la table par Madame le maire et toute une organisation. Et je vois bien, tout le travail et la difficulté, bien sûr, des gens de l'intérieur, de travailler avec des gens de l'extérieur et comment on fait pour faire le plus bel événement. Donc, moi, je suis très heureux de vous écouter. Et j'aimerais donc Michael Riscard qui va faire donc la mise en situation, car il y a une étude très intéressante sur les livrables. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un événement? Qu'est-ce qui est un bon événement, d'un moins bon événement? Et surtout, à un moment ou à un autre, quand on se retrouve quelques jours après les championnats du monde, quelques jours après Tomorrowland, quelques jours après la Grande Odyssée, et qu'on a bu un coup de blanc et qu'on se dit, tiens, est-ce qu'on re-signe pour l'an prochain? Ok, on re-signe. Pourquoi? On ne re-signe pas à cause de quoi? Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un événementiel? Michael. Alors, c'est un exercice difficile parce que je vois qu'il y a une partie de l'équipe Savoie-Mont-Blanc. On a reçu l'étude sous forme de doc Excel cette nuit. Donc, ce matin, j'ai appelé Alexis à 7h30, 8h en lui disant j'essaye de dégrossir et avoir quelques éléments. Ce qui est intéressant déjà, c'est de savoir que les événements culturels, globalement, sont un petit peu mieux identifiés que les événements sportifs. Donc ça, c'est quand même une piste de réflexion pour tous ceux qui organisent aujourd'hui des événements. C'est qu'effectivement, l'événement sportif est souvent corps. L'événement culturel, bon, à moins qu'on soit vraiment très, très spécialisé dans du pop art un peu délirant, etc., mais va peut-être être un peu plus rassembleur. Ça, c'est le premier élément qui est intéressant. Et on voit, Perrine, que la première étude qu'on sort aujourd'hui sur les championnats du monde Courchevel-Méribel, eh bien, c'est que ça a marqué, en tout cas, ça a été remarqué par près d'un Français sur 3. Alors ça vient évidemment de la couverture médiatique, mais aujourd'hui, quand on interroge, en tout cas nous, notre panel au niveau français, on voit que les gens ont bien identifié cet événement, que c'était un événement fort et c'est un événement qui a parlé aujourd'hui. Après, l'association des événements, et j'ai un exemple là pour par exemple les vieilles charrues, c'est que les gens connaissent un événement mais ne savent pas du tout où ça se passe. Les vieilles charrues, 80% des Français ne savent pas que ça se passe à La Rochelle. Donc ça aussi, ça veut dire que parfois pour les professionnels qui montent des événements ou pour des destinations, je pense à Tomorrowland, par exemple, puisque vous en parliez, que c'est pas sur notre territoire, au moins je suis neutre, eh bien, c'est bien de savoir que Tomorrowland est en montagne, mais c'est quand même mieux d'identifier la station, et c'est quand même mieux. Alors pour ceux qui y vont, ils le sauront forcément. Par contre, pour toute la planète qui regarde, c'est pas forcément quelque chose qui ressort nécessairement. Puis enfin, un petit comparatif qui est sorti de l'étude. On avait demandé le VTT, la DH, le ski, puisque ça concerne les remontées mécaniques. On voit que le ski, aujourd'hui, 35% des Français connaissent les événements ski contre 19% pour le VTT. Donc ça, c'est quelques indicateurs. Si on retient, plutôt événements culturels, grand public, plutôt pousser et mieux expliquer où se passe l'événement. C'est des choses qui ne sont pas forcément repérées. Et le ski, quand même, chez nous, évidemment, qui a plutôt une bonne place. Alors, juste sur les championnats du monde, alors Perrine, je ne voudrais pas te couper quoi que ce soit en termes de discours, mais aujourd'hui, encore une fois, dans cette étude, on a 60% des Français qui considèrent que c'est un événement positif, voire très positif. On voit par exemple l'UTMB derrière, qui a 53, qui est tout proche, qui probablement a été moins médiatisé. Mais on voit quand même que dans la perception, aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de ski bashing, etc. Encore une fois, on est sur un panel français, on n'est pas sur un panel de gens qui aiment le ski, qui aiment la montagne. D'être sur des scores, et on le verra tout à l'heure, sur 60%, c'est quand même des critères extrêmement positifs. Je vous donne d'ailleurs, hop, je fais vite, hein, pour pas trop. Là, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, on a la Fête des Lumières en premier, hein, qui a un taux de satisfaction extrêmement fort. Pourquoi? Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que l'étude dit que plus l'événement est en phase avec la destination, mieux ça fonctionne. Et je vous montre à la fin le Qatar, puisqu'on a sondé les gens sur leur perception autour de la Coupe du Monde de foot ou autour des championnats du monde en Asie, autour du ski alpin, et nécessairement en vert, 18%, 22%, impact négatif sur l'environnement. On voit que les scorings explosent parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout en phase avec la destination. Donc, c'est un focus. Encore une fois, on l'a sorti ce matin, donc j'essaye d'être le plus exhaustif possible. Ce qui est intéressant maintenant,
en tout cas ce que je juge intéressant, c'est 93% estiment indispensable un grand événement dans une mise en lumière de la destination. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les offices de tourisme, pour tous ceux qui vivent du tourisme, on considère quand même que d'avoir un événement iconique dans une destination et de le porter pendant plusieurs années, c'est nécessaire pour faire rayonner la destination. Donc l'événementiel est bien un facteur fort véhiculé en termes d'image, 93% des Français. 86% jugent des retombées économiques positives, ce qui est quand même assez extraordinaire en termes de score, et 1 sur 2 pense que les organisateurs ne vont pas suffisamment loin dans la démarche RSE, et 25% même doutent de réellement la promesse engagée, entre ce qui est dit et réellement ce qui est fait. Donc là, il y a quand même un travail dans le sujet de la transition qui est quand même assez important. Hop, un peu trop loin. Enfin, dans les très grands événements à plus de 2 millions d'euros, 58% des Français estiment que l'événement peut leur donner envie de déclencher un séjour. Ça, c'est quand même extrêmement important, mais on est sur des très grands événements. On rejoint les championnats du monde Courchevel-Méribel, on rejoint Tomorrowland, on rejoint d'autres événements qu'on a sur nos massifs. 3 Français sur 4 pourraient déclencher un séjour dans la destination si la destination était mieux mise en avant. Alors c'est vrai que très souvent, l'événement écrase la promesse destination. Et là, effectivement, il y a peut-être quelque chose dans nos communications à remettre le curseur au bon endroit. Et 9% pour des événements classiques, je ne veux pas dire des petits événements, mais des événements classiques, il n'y a que 9% des gens qui se laisseraient convaincre pour créer un séjour. Je termine là-dessus, ce qui ne veut pas dire que les événements de moindre ampleur n'ont pas d'intérêt, puisqu'on a remarqué aussi dans cette étude que les gens qui identifient une destination qui a un événement qui est sympa auront tendance à faire le choix de cette destination pour aller faire du ski, et en plus pour les enfants, la famille, etc. Cet événement sera toujours un plus. Donc au contraire, continuons à faire de l'événementiel. Par contre, est-ce que j'irai dans telle station parce qu'il y a tel événement ou il y a tel feu d'artifice? Peu probable. Peu probable. François Badjeli, merci d'être avec nous, directeur donc de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez, et dans le métier quand même depuis un certain temps. Donc il y a eu plusieurs stations et donc plusieurs dynamiques, et c'est pour ça, François, que tu fais partie de cette table ronde. Je profite juste pour dire que dans l'étude, nous avons benché évidemment le Festival de l'humour, évidemment, qui ressort dans, je crois, la première position en termes d'association d'images positives à une destination. Le festival du film d'humour d'Alpe d'Huez, qui est une véritable référence. François Badjeli, j'ai l'impression, et on a beaucoup de gens d'Office du tourisme qui sont dans la salle, quand on construit son programme événementiel, on a toujours du mal à mettre les choses au bon niveau. On a le fameux Green Show, vous savez, l'accueil du samedi qui existe et qui est un moment partagé sympa. On a l'événement un peu plus important qui existe en cours de saison, rémanent, qu'on a l'été, l'hiver, la fête des vœux métiers, etc., etc. Et on a, pour des grandes stations, des big events qui dépassent très largement, alors en tout cas pour les grandes stations, 300, 400 000 euros. On parlera évidemment de ces événements-là. Et on voit la difficulté, et j'en parle assez régulièrement avec les équipes avec lesquelles je travaille, la difficulté des directeurs d'office du tourisme à se faire entendre pour dire non, arrêtez de nous mettre toujours tous les événements au même niveau. Parce qu'il y a un calculateur politique, parce que très souvent, il y a le maire, l'adjoint au maire, ou des gens qui disent non, mais moi, ma course en sac qu'on fait pour je ne sais pas quelle association, c'est aussi important que l'event qui est vraiment, vraiment important qui est derrière. Et on a l'impression que quand on regarde les paginations des offices du tourisme, tout est un peu trop mis au même niveau. Alors, ça ne veut pas dire que les animations n'ont pas d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre pour le big event. Mais je reviens et je reprends le chiffre de Michael. Il y a quand même que 9% des événements classiques qui peuvent générer du séjour. Donc, ça montre quand même à un moment ou à un autre qu'il faut peut-être discriminer les plus gros des plus petits, tout simplement. Oui, enfin, la réponse est dans la question. Effectivement. C'est une question, c'est pas une affirmation. Ouais, quand on parle d'événement, on ne parle pas d'animation. Voilà. Mais par rapport à ce que tu disais, souvent, en tout cas pendant longtemps, parce qu'effectivement, ça fait quelques décennies que j'officie dans les offices de tourisme, on faisait tel événement parce que le deuxième adjoint aimait la moto, on faisait un événement moto, l'autre aimait le vélo, on faisait un événement vélo, et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, la génération des personnes qui sont en responsabilité arrive à sortir de ça, en tout cas, il le faut, et avoir des stratégies justement sur l'événementiel par rapport à l'image qu'on veut donner. Donc, de ne pas subir les opportunités et de prendre les événements pour les événements, mais de choisir les événements. Ça a été le cas de la démarche de l'Alpe d'Huez pour Tomorrowland, par rapport à une problématique et par rapport à une stratégie. Donc, aujourd'hui, on ne met pas tout au même niveau.
Moi, je rappelle que l'Alpe d'Huez, avant de parler du Festival du film de comédie, 26e édition, ou de Tomorrowland, l'image de l'Alpe d'Huez, c'est le Tour de France. Oui. Et là, parce que vous avez la chance de le recevoir plus que d'autres territoires. Tous les aussi. 2 ans en moyenne. Oui. Ce qui, quand même, permet d'expliquer des choses. Oui, mais je crois que c'est important de le dire parce que c'est un vieil événement. Forcément, on a fait les 70 ans l'année dernière du passage du Tour de France. C'est la première fois qu'il venait en station. Moi, quand je suis arrivé il y a 8 ans à l'Alpe d'Huez, il y avait des gens l'été qui nous demandaient ce qu'on faisait l'hiver. Ils montaient en vélo et ils nous demandaient ce qu'on faisait l'hiver. Donc, quand vous dites qu'il y a un événement qui est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il est bien en place. Ceci étant, effectivement, on a changé. Il y a d'autres événements aujourd'hui et qui amènent un vrai crédit, une vraie personnalité à la station. Alors, tu gardes ton micro, j'aimerais qu'on parle un peu de qui produit ces événements. Je vois plusieurs producteurs d'événements parmi nous, donc c'est très bien. On voit que très souvent, les services événementiels existent maintenant, chapeautés directement par les mairies ou par les offices du tourisme, et où des prestataires, sociétés prestataires d'événements extérieurs viennent apporter des choses, ou même conçoivent des événements qui sont achetés par les stations. Mais quand même, on s'aperçoit, je poserai la question aussi à Annabelle Cam, que maintenant, les offices sont structurés, les services des mairies sont structurés, et que maintenant, il y a de véritables services événementiels. Alors, certains ont les moyens de leurs ambitions, d'autres pas, pour dire les choses. Alors, voilà, où ça va tout ça? Je crois que les deux ne sont pas indissociables. Quand on fait beaucoup d'événements, on ne peut pas tous les porter tout seul. Sur l'Alpe d'Huez, l'été, c'est 17 événements entre le 1er juin et la fin août. Ah là, tu recommences. 17 événements, c'est peut-être pas tous des événements. Ah si, les 17. Non, les 17 mais non, c'est pas possible. Tu veux que je te donne le Tu ne peux pas faire 17 fois 300 000. Il y a un événement par semaine, voire 2. Alors vas-y, dis-en, mais Le 1er juin, Alpe d'Huez, 14 000 Néerlandais. C'est le Téléthon néerlandais se passe à l'Alpe d'Huez. Bon, ça te coûte combien? Ça nous coûte rien. Bon, alors est-ce que c'est c'est un mise à événement? disposition de locaux. Si, ça a permis à l'association qui organise ça pour la recherche contre le cancer de récupérer 11 250 000 euros. Manifestation plutôt qu'événement. 11 250 000 euros de recettes. Alors vas-y, d'autres. Je te taquine, mais parce que voilà, dès qu'on vous pose la question, forcément, vous parlez depuis tout le niveau. Vas-y. La Marmotte, 8 000 cyclistes. Oui, mais comme c'est un événement toutes les ou c'est stations, pas un événement, la Marmotte? Il y a du cyclisme dans beaucoup de stations. 8 000 Chez toi, on prend les gens, nos amis d'Avoria, DG, etc. La Passport, c'est aussi un événement qui est un peu comme cela. 8 000, dont 70% de clientèle internationale. La Passport, on ne doit pas être bien loin. Voilà. Bon, et ainsi de suite. Championnat de France d'échecs, fête de l'air, non, mais championnat de France d'échecs, triathlon. Mais je vais le mettre en bas du catalogue. J'ai rien contre les échecs, mais et voilà, encore une fois, grave erreur de la montagne. On ne sait pas sortir de ses habitudes. Ah non, mais peut-être. On ne sait pas élargir la vitrine. Je comprends ton championnat obligation. Championnat de France d'échecs, c'est 1000 compétiteurs pendant 9 jours, du 19 au 29 août. 1000 familles pendant 15 jours. Oui. En termes de nuitée, je suis pas sûr qu'il y ait un directeur d'office tourisme qui refuse. Ok, bon. En tout cas, si tu vis sur ton territoire, je l'entends. Annabelle Cam, c'est vrai qu'on voit, les directeurs d'office tourisme, ils sont aussi un peu... Ils ont besoin de défendre aussi leur politique événementielle. Alors, très souvent, c'est le directeur d'office qui chapeaute l'événementiel. Parfois, c'est la mairie qui le chapeaute direct. Mais il l'a très bien dit, François, ils ne peuvent pas faire tout seul. Et parfois, ils font appel à des sociétés extérieures, soit pour les aider, soit pour les faire. Mais, Annabelle, tu as vu ton papa, maintenant, c'est toi qui travaille dans cette suite logique d'événements, pas que la Grande Odyssée d'ailleurs. Il faut cohabiter aussi avec ces services événementiels internes. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On apporte, je pense, un savoir-faire pour les accompagner parfois sur des événements sur lesquels ils ne sont pas forcément en capacité de produire. Et puis après, pour revenir un peu sur le sujet de pourquoi aussi un territoire accueille un événement, je pense que accueillir un événement, ça répond d'abord à une stratégie territoriale, donc soit pour essayer de générer des retombées économiques directes, soit pour générer des retombées économiques indirectes. On va pas l'appeler les retombées, hein, bien sûr. Je suis plutôt dans la mécanique. J'entends, et ce qui est normal, c'est de l'humain. Dans les offices du tourisme, ces services n'ont parfois pas les moyens de leurs ambitions. Et c'est vrai qu'on peut comprendre, devant un événement acheté de toutes pièces, ou un prestataire, moi je suis un prestataire pour un événement de gastronomie à Megève, on peut entendre la critique, mais pourquoi donner l'argent à moi ou à Annabelle alors qu'on pourrait, avec cet argent, faire des choses nous-mêmes? Quelle réponse leur donner? Alors, nous, on n'est pas prestataire. Donc, Cassiopée, on produit des événements sportifs. Oui, il sortirait 4 chiens, il le ferait aussi. Ça ne serait pas au même niveau, mais il pourrait faire quelque chose. C'est-à-dire que nous, on est propriétaire de nos événements, des marques. Les marques nous appartiennent. La clientèle est à nous, entre guillemets. Le territoire nous accueille. Il est le premier partenaire de l'événement, puisque sans le territoire, on ne pourrait pas organiser un événement. Et puis, la particularité, en tout cas, de nos événements, c'est qu'il y a un angle également touristique. L'objectif, c'est
de faire découvrir le territoire à la population, à la clientèle qu'on va venir amener sur un territoire, que ce soit autour du trail, de la marche nordique, etc. Donc voilà, c'est dans cet objectif-là, avec cet angle aussi touristique, qui nous différencie sûrement des animations. Je l'entends, mais alors je repose la question du coup à François, parce qu'il est de l'autre côté. Lorsqu'on est au physiotourisme et qu'on a ce qu'on peut produire en interne, ce qu'on produit en externe, il y a des gros budgets, j'imagine, en tout cas un peu plus important pour la Grande Odyssée. Pour Tomorrowland, c'est un événement, et il y a eu tout un débat, on ne va pas le refaire ici, de pourquoi aller faire venir cet événement qui est produit par des gens étrangers alors qu'il y a des boîtes locales qui auraient pu faire quelque chose qui ne serait pas la même chose, mais qui aurait été en tout cas dans la même veine. C'est vrai que cette question de produit, on a vu tout à l'heure l'attente des clientèles. Je vais payer, où va mon argent? J'ai envie que le fait d'encourager cet événement soit aussi une occasion de récompenser les gens du territoire. La Tomorrowland, vous avez été très, vous avez été très interrogé sur cette question-là. Oui, on continue à l'être. En tout cas, nous, on est ravis de notre choix et on espère que ça va durer très très longtemps. Et c'est bien parti pour que ça dure très très longtemps sur l'Alpe d'Huez. Ce qui est certain, c'est que quand on fait des choix d'événements, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport à une stratégie. Et il y a des fois des savoir-faire qu'on n'a pas sur le local. Par contre, je pense qu'il n'y a aucun événement, même s'il est acheté ou cofinancé avec une tierce organisation, qui peut se faire sans le territoire. Ce qui est dit. Tomorrowland, sans le local, il ne peut pas se faire. Mais nous, on ne saurait pas faire Tomorrowland. Il n'y a quasiment pas d'équivalent dans le monde. On fait 22 000 festivaliers de 90 nations différentes. Et ils ont un tel savoir-faire, une telle expérience et un tel carnet d'adresses pour faire venir les bonnes personnes que nous ne saurions pas le faire. Annabelle ? Et puis si je me place sur un plan purement économique, ça coûte quand même moins cher à une collectivité de devenir partenaire territoire et d'accompagner un organisateur privé qui prend finalement en charge tout le risque financier de l'organisation, qui est porté par l'organisateur. Donc finalement, ça coûte plus cher, je pense, pour une collectivité d'organiser un événement en interne que de s'associer à un organisateur. Enfin, quelle que soit la taille de l'événement. Je peux comprendre pour la Grande Odyssée, mais peut-être pour un événement plus petit, la question peut se poser en tout cas. Juste une réaction, je pense qu'il y a une question de marque. On ne le dit pas, mais Tomorrowland, que ce soit en Belgique, que ce soit... Ils appuient sur un bouton, ils ont une data de plusieurs millions aujourd'hui de personnes, ils sont suivis sur les réseaux sociaux pour la Grande Odyssée. C'est-à-dire c'est le même sujet, c'est à un moment donné, on y va pour aller voir un événement qui a déjà une notoriété. Redémarrer de zéro, même si on peut imaginer prendre des chiens de traîneau ou mettre Martin Garrix derrière des platines, c'est pas le même sujet. Je pense qu'il y a une question de marque. Perrine Pellen, merci d'être avec nous. Bravo encore pour cet award reçu hier de l'ensemble de tous les membres du jury. Très grande carrière de championne, mais aussi quand même dans l'organisation, parce que le premier événement dans lequel tu as pu travailler un peu dans les coulisses, c'était bien sûr ces Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Et puis bien sûr, ce très bel événement, alors là avec une position très différente. Est-ce que ça a vraiment changé d'organiser un événement ski entre 92 et 2023 ? Sur le fond, la non. Mécanique, non. Enfin, sur le fond, non. Sur le fond, non. Mais bien sûr, sur la forme, oui. Quand on voit l'évolution des outils, du digital, bien sûr. Mais cette notion de rendez-vous avec la terre entière pour les Jeux Olympiques, avec une audience extrêmement puissante pour les championnats du monde, c'est un peu la même chose. Avec toujours un propriétaire d'événement, le CIO, la Fédération internationale, qui confie l'événement à celui qui a gagné la candidature. Et celui qui a gagné la candidature, qui est-il ? C'est celui qui, du point de vue du propriétaire, sera en mesure de valoriser au mieux les valeurs du propriétaire et ses objectifs, en fait. Et l'objectif, évidemment. Alors, on a parlé de qui fait l'événement. Maintenant, j'aimerais parler du quand. Quand est-ce que l'on fait les événements ? On le voit bien, Jean-Charles Perrineau va prendre le micro, marketing de la Compagnie des Alpes. C'est vrai qu'on l'a beaucoup parlé de cette courbe de fréquentation dans nos stations. Et quand on regarde, je prends plein de stations dans lesquelles vous opérez. Par exemple, c'était historique à Courchevel, l'événement Les Femmes en Or. Je salue Jean-Louis Seves qui était là tout à l'heure. C'est des événements qui étaient là en tout début de saison, en décembre, et qui étaient là pour essayer de générer un début de saison, un début d'activité, bien sûr des retombées presse. Tomorrowland, alors on n'est pas sur la fin de saison parce que vous avez la chance d'aller un peu plus loin, mais on est quand même sur le dernier tiers, on va le dire. La Grande Odyssée dans ce fameux creux de janvier. Donc on place des événements à des moments de fréquentation plus faibles. J'aimerais avoir votre avis en tant que directeur marketing de votre regard extérieur, forcément.
Alors voilà, ouvrez le micro, voilà, vous avez juste le petit bouton à appuyer, ça devrait marcher au milieu du micro. Et voilà, on va vous donner un micro, comme ça va fonctionner. La question, voilà, du bon moment pour les événements. Le bon, enfin, là aussi, il y a la réponse dans la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je sors des semaines connues de tous, remplies par des clientèles traditionnelles de vacanciers, etc., les événements vont aller se positionner déjà d'un point de vue économique sur des semaines un peu plus, j'ose pas dire de basse saison, mais on va dire soit en début de saison, soit en fin de saison, où là, il y a beaucoup plus de flexibilité à la fois en termes d'offres d'hébergement, pour faire simple, tout est moins cher, et en termes de construction d'événements, c'est plus simple. Et je trouve que c'est un formidable accélérateur dans un objectif justement de faire venir, sur des périodes un peu moins remplies, d'avoir une typologie de clientèle peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est une opportunité. Alors, Michael Riscart, il y a un 8 mai. On a bien vu que ce mois de janvier a été marqué, était exceptionnel par les étrangers, mais toutes les stations ne reçoivent pas des étrangers. Et on s'est rendu compte pour les stations à benchmark très français qu'il y a eu quand même 2 semaines qui ont un peu décroché. L'enneigement n'a pas aidé. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de remettre des événements, peut-être dans des périodes peut-être pas très fortes, parce qu'on ne pourra pas les garder, mais au moins moyennes? Parce qu'à un moment, quand il n'y a plus de monde, il n'y a plus de monde, quoi. Alors, je vais partager l'expérience il y a quelques années à Avoria. J'avais une présidente qui s'appelle Annie Famoz, qui est toujours présidente d'ailleurs, qui me collait systématiquement un événement à trouver sur la semaine la plus compliquée de la saison. Et qui me disait, bon, il va falloir maintenant que ça cartonne, hein, parce que vu ce que ça coûte. Alors, d'avoir l'ambition de mettre la semaine la plus difficile, et on les connaît, hein, ces semaines, elles sont préparées 1 an avant quasiment, d'aller mettre du budget et de se dire que grâce à un événement que personne ne connaît, il va falloir cartonner, c'est quand même un peu idyllique. Moi, je pense, et je me permets d'être modéré parce que je ne suis plus dans l'opérationnel terrain, comme certains amis ici, mais je pense qu'il faut quand même donner sa chance au produit, parfois peut-être commencer à lancer un projet, tu le disais, dans un intermédiaire de remplissage qui permet de faire connaître l'événement, et ensuite, une fois qu'on a un événement fort, et je ne sais pas quels sont les échanges et les tractations avec Tomorrowland, mais il est fort probable qu'au vu de l'attractivité et de la puissance de la marque, à un moment donné, au bout de 2-3 ans, on leur dise, bon, est-ce qu'on vous décalerait pas sur une période pour nous qui est un peu plus difficile, etc. C'est un grand classique dans l'événementiel. L'erreur de départ, c'est d'imaginer que l'événementiel va sauver une station avec 18 000 lits, 30 000, 40 000. À mon avis, et encore une fois, sous couvert de ceux qui le vivent, je ne suis plus là-dedans, mais je pense que c'est une erreur. Par contre, d'être starter sur lancer un projet, un produit, y croire, le lancer 2-3 ans, attendre qu'il monte, qu'il se fasse sa notoriété et après le déplacer, c'est probablement une vraie stratégie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'au départ, dans le cahier des charges, ce qu'on souhaite pour nos événements, c'est vendre de la nuitée et vendre du forfait. Donc on a envie de le mettre dans les périodes les plus creuses. Par contre, pour lancer un événement qui n'est pas connu, voire qui est connu, mais pour le lancer, et Tomorrowland, pourtant qui est très connu, on a démarré la 2e semaine de mars pour glisser à la dernière semaine de mars. Oui, et donc forcément. Alors moi, on n'ira pas plus loin, parce que l'objectif, c'est un Tomorrowland Winter, et on veut une vraie ambiance neige d'hiver. Oui, qui soit dans la neige de ce que tu vends. D'ailleurs, dans les stations qui avaient souhaité recevoir Tomorrowland, qui ne l'ont pas eu, c'est parce qu'ils voulaient le mettre au mois de mai. Et évidemment. Alors François, moi j'aimerais vous raconter une petite histoire. Vous savez, j'ai été journaliste dans une chaîne locale qui s'appelle 8 Mont Blanc. 8 Mont Blanc qui a été vanté en 1989. En fait, au départ, c'était le canal interne d'un événement que vous connaissez, qui était le festival du film fantastique d'Avoria. Et donc, il y avait un canal interne qui était dirigé à l'époque par André Campana et Patrice Laffont. Et des moyens colossaux pour cet événement, mais ça coûtait tellement cher qu'à un moment, Avoria a dit stop. Cet événement est parti à Gérardmer. Il a failli s'arrêter. Comme à un moment, le festival du film d'humour de l'Alpe d'Huez. Non, arrêtez, on va arrêter votre truc. Qui le veut? Et je me souviens qu'à un moment, plusieurs stations ont été approchées pour plus l'avoir à l'Alpe d'Huez. Comment vous avez fait pour continuer à y croire et que sur cette 3e semaine du mois de janvier, de ne pas lâcher le bébé? Eh bien, on en revient aux questions du début. En fait, c'est parce qu'on s'est associé avec des professionnels. On est sorti du cadre de l'association locale qui gérait le festival. On travaille donc avec une agence qui s'appelle ATG, qui est complètement dans le monde du cinéma. Ils sont sur Lyon pour le festival Lumière. Ils sont à Cannes pour les relations presse du festival de Cannes. Ils ont un gros réseau autour d'eux. Et aujourd'hui, le festival est vraiment installé. Je le disais, 26e édition. La 3e semaine du mois de janvier à l'Alpe d'Huez, il n'y a pas une chambre d'hôtel disponible. Et tout le monde du cinéma, de la comédie, est à l'Alpe d'Huez à ce moment-là.
Du coup, il y a une synergie qui se fait entre les médias qui viennent faire leur marché, les interviews pour les films, puisque la particularité, c'est que pour être sélectionné à ce festival, il ne faut pas que les films soient sortis en salle. Et le signe de réussite, comme on l'avait déjà évoqué, c'est qu'aujourd'hui, les maisons de production de films calculent leur sortie par rapport au festival de l'Alpe d'Huez. Quand même, un sacré retour. Pas mal. Alors, on a parlé du qui, on a parlé du quand. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du combien. Annabelle Cam, c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est uniquement le climat? Je ne sais pas. Mais les tailles des premières grandes odyssées, celles d'aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. Le nombre de kilomètres parcourus par toutes les équipes chaque jour n'a plus rien à voir avec les premières années. Comment on peut l'expliquer? Comment on explique l'évolution du format de la course? Le format de la course a évolué en 20 ans. En effet, c'est vrai qu'historiquement, la Grande Odyssée, c'était une course de chien de traîneau à étapes de longue distance. C'est-à-dire que chaque jour, les mushers, donc les conducteurs de traîneau, partaient sur 80 km environ. Et puis, au fil des années, on s'est adapté finalement à l'environnement aussi, au changement climatique, pour arriver vers des distances un peu plus qui diminuaient d'année en année. Et donc, il y a 7 ans, on a pris la décision de changer un peu le format de la course pour aussi s'adapter à la pratique, parce que la pratique en elle-même aussi évoluait, puisque les terrains de jeu en France ont évolué. Et donc, on a orienté la course vers de la moyenne distance. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 30-40 km par jour. Dans une démarche aussi RSE, éco-responsable, on travaille beaucoup, alors aujourd'hui, avec les 3 préfectures, Isère, Haute-Savoie et Savoie, justement sur les parcours, sur l'impact aussi que a ces parcours sur son environnement, etc. Donc, c'est aussi dans une démarche RSE qu'on s'est adapté finalement au terrain. On parlera bien sûr de cet élément qui a été donné par l'enquête, qui est important, de l'attente des clients. Jean-Charles Perrineau, on a vu plusieurs stations qui étaient avec nous, je pense notamment à la Rosière tout à l'heure. Il y a plusieurs stations dans lesquelles l'Office du tourisme et les remontées mécaniques créent des événements ensemble dans le principe du 1 euro, 1 euro. Tu mets 1, je mets 1. La CDA va faire ça ou... Alors, ça peut être une option, mais ce qui est clair, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est le cas en fonction de chaque écosystème a ses modes de fonctionnement existants. Ce qui est clair, c'est que notre participation dans ce genre d'événement, c'est une participation. Enfin, on ne construit pas tout seul. On construit bien évidemment avec, adossé à une marque. Et l'idée pour nous, c'est réellement justement de créer avec et de co-construire, parce qu'on s'aperçoit qu'on est un peu plus efficace et qu'en engageant les territoires, en engageant l'ensemble des acteurs, donc bien évidemment commencer par... Mais à un moment, ça coûte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez prendre part à des parties? Alors, je sais que vous avez un événement à Serre-Chevalier qui est important, mais voilà, vous avez plein d'autres événements qui ont lieu sur vos territoires. Bien sûr, je ne peux pas imaginer que les championnats du monde n'aient pas eu lieu sans le soutien, en tout cas, de vos domaines SCAP, forcément, pour les utiliser, même si à un moment, il y a eu quelques débats quand même. On est juste supporting cast. La star, c'est Périne. Il y a eu quand même quelques débats quand même à ce moment-là, quand même, il faut le rappeler. Mais voilà, je crois que c'est important de dire qu'à un moment, ces grands événements, on le voit, il y a des critères seuils, il y a des volumes pour ces événements qui doivent être faits. Voilà, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas un peu plus y contribuer? On le voit bien, c'est des gros événements que les gens veulent. Enfin, en tout cas, ce que je vois là. Alors, sur les séjours. Pour créer du séjour, on parlera après des livrables, absolument. Une fois qu'on a fait la différence entre événementiel et animation et qu'on reste sur des événements, après la notion de création de séjour, c'est entre guillemets, c'est en fonction de l'investissement que vous allez mettre, vous aurez un retour qui sera à la hauteur de votre investissement. Donc d'un côté, lorsqu'on parle des championnats du monde et de la formidable opération portée par Perrine il y a maintenant 1 mois et demi, à côté de ça, vous avez d'autres événements qui sont sans doute qui ont une dimension plus faibles, mais qui sont quand même des événements qui attirent, parce que le faire venir dans la notion d'événement est encore une fois une logique importante. Et on va parler dans le faire venir, on a faire venir, vous pouvez avoir Tomorrowland, comme on a parlé, et d'autres événements qui ont une dimension un peu plus faible, mais qui, encore une fois, font venir quand même. Alors, on va parler bien sûr de l'image dans quelques instants, mais Perrine Vellen, moi j'aimerais savoir quand même, est-ce que cet argent, l'argent aussi du contribuable, de nous tous, et notamment donc pour ce projet du Courchevel-Méribel, a été bien investi? Et est-ce que vous avez maintenu les budgets? Parce qu'on va parler de l'image. L'image, je pense que là, on aura des slides magnifiques et tout ira bien, mais est-ce que cet argent du contribuable a été bien investi? Est-ce qu'ils en auront pour leur argent? Juste rappeler, avant de parler d'argent, de rappeler la répartition des financements de ce type d'événements et des championnats du monde en particulier. Plus de 75% du financement vient de la Fédération internationale de ski.
au titre des droits marketing et de télévision. Et puis sinon, ça a été, il y a eu à peu près 15% apportés par des subventions et puis 10% au titre des recettes propres. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que par rapport au budget et par rapport aux questions qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, c'est que les premiers chiffres, en sachant que l'atterrissage budgétaire sera connu au mois de juin, à 95%, c'est que l'atterrissage sera équilibré. Et donc ça, c'est quelque chose de très positif. Équilibré, ça veut dire quoi? C'est une logique d'équilibre? C'est pas perdre d'argent? C'est quoi équilibré? C'est une association. Et donc, notre association, et par définition, on ne peut pas faire de bénéfices en fait. Donc elle sera équilibrée, mais avant de parler avant de se poser la question de savoir si on va en avoir pour son argent, je pense qu'il est aussi important de mettre en lumière tout ce qui a été fait, et notamment sur le plan médiatique. On va parler de la belle image. Oui, mais là, je suis encore un peu sur l'argent, parce que voilà, à un moment ou à un autre, il y a beaucoup de territoires qui essayent de mettre de l'argent dans l'événementiel. On ne va pas se cacher, François, tous les territoires n'ont pas les mêmes politiques événementielles. Le vôtre a été historiquement un de ceux qui a le plus misé dans l'événementiel. Voilà, non, c'est des choix, hein, François. Après, je reviens à Perrine. Ah, complètement, c'est des choix, mais à chaque fois qu'on dépense, on espère avoir des recettes. Alors, soit des recettes sonnantes et trébuchantes, soit des recettes d'image et de notoriété. Je dirais qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, mais que souvent, l'intérêt de l'événement, c'est quand il n'y a pas l'événement. Je n'ai pas compris. Je m'en doute. C'est pour ça que je vais expliquer. Oui. On prend l'exemple de Tomorrowland, puisqu'il sert quand même pas mal de références. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent avec nous, des tour opérateurs, qu'on n'arrivait pas à approcher, qui aujourd'hui nous sollicitent, parce qu'ils partent du principe que si Tomorrowland a choisi l'Alpe d'Huez, c'est que c'est une bonne station. On a des gens qui sont fiers et qui prennent des photos en disant « J'étais dans la station où il y a Tomorrowland ». Même quand ils n'y sont pas. Même quand ils n'y sont pas. C'est ce que dit l'enquête. Hein. Exactement, ça vient le conforter. Alors maintenant, on va parler de la belle image, parce qu'effectivement, c'est important, évidemment, le rayonnement international mondial de tous ces événements. Annabelle Cam, après on passera donc à Perrine, ces images de chiens dans la neige. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les stations viennent vous voir pour dire « moi, j'aimerais bien que ça passe par chez moi ». Est-ce que vous arrivez autant qu'avant à vendre des JT, des 20h? Je sais que vous produisez vous-même vos kits médias. Je vous taquine un peu, mais il n'y a rien de plus qu'un chien qui ressemble à un chien dans une montagne qui ressemble à une montagne. Comment vous faites, après année, à voir encore des couvertures médias quand même relativement fortes? On a une couverture média, en effet, sur la Grande Odyssée qui est en hausse, d'ailleurs, chaque année. Il n'y a pas de saturation? Il n'y a pas on a déjà fait ça l'an dernier, l'an d'avant? Non, parce qu'aujourd'hui, la Grande Odyssée est en fait traitée comme un sujet d'actualité. Hein. Donc, on est un événement qui est positionné sur le mois de janvier. D'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, on est un sujet d'actualité traité par les journaux d'actualité. Sur une période au mois de janvier sur lequel on apporte en tout cas un dynamisme et puis également de la belle image, parce que c'est vrai que la Grande Odyssée permet aussi, sur un mois un peu creux en tout cas, et un mois de période de réservation également, de mettre en lumière les territoires de montagne qu'on traverse. Et donc, on est traité comme un sujet d'actualité, donc on dépend en effet par contre de l'actualité. Alors, on a de l'actualité parfois en notre faveur et parfois un peu moins. Il suffit qu'il y ait une guerre, un tsunami au mois de janvier, où en effet, on ne fera pas la une des JT, etc. Et c'est vrai que si je prends l'exemple de cette année, je pense que sur le mois de janvier, la Grande Odyssée a été quand même une belle vitrine pour parler aussi positivement de la montagne et des choses positives qui s'y passent. Et des sujets en anglais. Alors, vous êtes très forte parce que je défie quiconque de me dire qui a gagné la Grande Odyssée l'an dernier. Même, ils ont parfois des noms, souvent des étrangers, imprononçables. Et pourtant, donc c'est pas qui a gagné, c'est l'environnement des courses qui intéresse. C'est quand même assez incroyable votre truc. C'est vrai qu'on pose souvent d'ailleurs la question en réunion de débriefing avec les stations où c'est vrai que la partie sportive n'est pas forcément ce qui est le plus suivi sur la Grande Odyssée. Et d'ailleurs, sur tous les sujets que nous on fait, parce que en effet la deuxième particularité de notre organisation, au-delà de travailler avec l'ensemble des rédactions sur des sujets, on produit nos propres contenus. Et notamment, depuis 5 ans, on travaille avec le groupe TF1, le groupe France Télévisions. Ça, c'était obligatoire de produire vos propres contenus. Si vous attendiez, comme le chaland, que le journaliste descende, vous n'auriez pas ces performances aujourd'hui? Non, ça n'aurait pas été obligatoire, parce qu'on est suivi chaque année par les médias, ils continuent à venir nous voir, mais c'est un plus. C'est notre façon aussi de nous développer, de garantir aussi une médiatisation, parce qu'on produit nos propres contenus.
Et en produisant nos propres contenus, on peut aussi les traiter d'une manière différente. C'est-à-dire que nous... Et apporter des angles, c'est ce qu'on a besoin. Des angles, des expériences, on raconte des histoires. Le musher nous raconte son histoire avec ses chiens. Même si on ne sait pas qui c'est. Non, parce que c'est les histoires qui sont belles. Oui. Michael Rescat. Peut-être juste réagir, parce que là on parle beaucoup, c'est le thème, l'événementiel, mais de penser aussi qu'on prend un événement dans la production de contenu, dans les images et dans la stratégie de la destination. Aujourd'hui, tu portes un événement mondial, tu vas en faire une station dynamique, plutôt Gen Z, à fort pouvoir d'achat, qui a envie de s'éclater. Pas que d'ailleurs, il n'y a pas que des jeunes qui vont à Tomorrowland, en tout cas dans les études que j'ai lues, loin de là. Mais en tout cas, l'événement incarne finalement la stratégie de la destination. Des événements plus petits, entre guillemets, sans aucune connotation négative, amènent tout autant d'images incroyables, de stories, et on a besoin de faire vivre nos réseaux sociaux, on a besoin de communiquer sur une forme d'ADN de ce qu'est notre territoire, de ce pourquoi on irait chez nous plutôt qu'ailleurs. Et l'événementiel crée quand même l'émotion dont a besoin une marque. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a le remplissage, il y a le taux d'occupation, il y a G2A qui vous dit « Ah là, ça va mieux, vous avez pris 10 points ». Mais au-delà de ça, il faut qu'on crée de l'émotion avec nos clients. Oui, évidemment. Créer l'émotion en Perrine Pellen, on va parler bien sûr de cet événement, mais il n'a pas été organisé n'importe où, cet événement, dans 2 stations qui sont des marques mondiales, qui ont des vecteurs d'images fortes, parfois des images qui sont comprises ou moins comprises, je pense à Courchevel notamment. Ça a été difficile ou pas forcément de remettre le sportif au cœur des choses et de dire, voilà, vous avez vos communications d'office du tourisme différentes, chaque station est évidemment respectable dans ce qu'elle fait. Nous, on n'est pas la communication de Courchevel, on n'est pas la communication de Méribel, on est la communication des mondiaux. Comment ça s'est passé dans l'équipe de communication avec Marie Marchand-Ravier, vous, et bien sûr avec les territoires supports de stations? Oui, pour revenir au départ et la motivation de ces stations pour candidater, c'était véritablement pour remettre le ski au milieu du village, comme le dit régulièrement le maire de Courchevel, et rappeler que on sait à quel point le ski est l'élément déclenchant et pour contrebalancer des images, si on parle de Courchevel, un peu bling-bling, pour ramener le ski au centre de cette image. Ça a été assez facile à adopter, à mettre dans les éléments de communication dès le départ, de ne pas angler des choses trop différentes. Et après, la difficulté, c'est qu'on était sur un championnat du monde qui se déroulait sur 2 sites. Donc notre volonté n'a pas été, en termes d'objectifs, de se substituer et de vouloir additionner les éléments et les positionnements de Courchevel et de Méribel, mais de bien se faire une propre identité Courchevel-Méribel 2023 et de la nourrir de nos éléments, des éléments qu'on a souhaité porter à l'occasion de ces championnats du monde. Alors, il y a eu cette production d'images, bien sûr, ces drones dont tout le monde a parlé. C'est vrai que ça un peu le genre qui a été réinventé. Hein. Tout le monde en a parlé. Ça aussi, c'est un territoire d'expérimentation. Ça a suscité beaucoup de commentaires positifs. Oui, tout à fait. Et puis, je crois qu'il y avait également le thème de la RSE, hein, qui était un sujet central. Et c'est une attente, hein, on le voit. Hein. Oui, de cette table ronde. L'occasion de rappeler que ce thème faisait partie de l'ADN du projet dès la candidature qui a été menée à partir de 2016. Et on a souhaité véritablement aller plus loin, recruter une chef de projet. Et ça a été un élément structurant de toute notre organisation. Évidemment. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. La question, je l'ouvre pour tout le monde. Quels sont les livrables d'un événement? Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que les vieux pensifs de l'époque, je suis directeur d'office du tourisme, je reçois Tomorrowland, je reçois la Grande Odyssée, je vais vite faire le tour des commerçants pour voir s'ils sont contents? Est-ce qu'ils ont plus vendu de frites le jour d'après que le jour d'avant? Est-ce qu'ils ont plus vendu d'hôtels? Est-ce qu'on peut rester dans ces logiques du qui mieux ou finalement non, il faut lâcher ça? C'est l'image, c'est la destination et à un moment, tant pis si l'événement est en création la première année, deuxième année et qu'il n'y a pas ces retombées-là qui sont très sur le point, ça n'a pas d'importance. Donnez la chance au produit, ce qu'a dit Michael Rescat tout à l'heure. Michael a répondu en partie, rappelant l'importance justement de la marque, de l'ADN de la marque. Et ça, c'est aussi
une partie des livrables. Je prends alors un exemple qu'on porte, qui est le Grand Prix de Serre-Chevalier. Cette espèce de démarche collective, c'était au-delà du faire venir, au-delà du vendre de vendre de la JS, au-delà de vendre, comment dirais-je, de la nuitée, c'est aussi faire venir et faire vivre collectivement des gens sur place qui s'engagent dans cette espèce de collectif de Grand Prix et qui derrière délivrent et envoient un message cohérent avec la marque Serre Chevalier. François Badjeli, c'est aussi un petit tabou lors de grands événements. Quels que soient les sujets, il y a parfois des sujets locaux qui sont travaillés. Et dans certaines stations, on a des hébergeurs qui jouent la gratuité parce que les journalistes qui viennent pour la Grande Odyssée, c'est bien si à l'occasion ils peuvent dire que mon hôtel est bien, ça sera gratuit. Pour d'autres, c'est un prix pas trop cher parce qu'on a envie de faire partie de la dynamique de l'événement. Et pour d'autres, écoute, il n'y a pas de raison. De toute façon, ma chambre, je prétends que je vais la vendre au prix fort et je la vendrai au prix fort. Je salue ici de mes camarades de Megève Tourisme qui a ce travail de consulter tous les hôteliers avant Tokissime. Et on le voit tous les deux quand on les appelle pour dire voilà, on a un événement qui est 3e semaine du mois d'octobre et je pourrais te faire intervenir, mais je le dis pour toi, tu m'excuseras si tu veux le faire. C'est une salle 3 ambiances. On en a certains qui nous donnent des chambres pour dire les choses à 100 balles, d'autres qui nous vendent au prix fort, d'autres qui nous font des gratuités. Ça veut dire quand même que dans l'appréhension du territoire, tous ne raisonnent pas de la même façon. Ah oui, complètement. Hein. Et c'est notre quotidien auquel on s'affronte quand on veut faire des événements. Pour faire simple, on va dire la collectivité, les grosses entités, remontées mécaniques, mairie et office, on essaye d'impulser des événements sur des périodes plus ou moins creuses pour dynamiser la commercialisation. Et puis, plus ça marche, plus on voit les prix qui augmentent des hébergeurs, jusqu'à un certain point de dire il y a des périodes où on est plus cher qu'en pleine saison. Mais est-ce que c'est pas pour le coup le serpent qui se mord la queue? Parce qu'on le voit pour les événements qui se créent, les chambres on les trouve. Alors, faut-il que l'hôtel soit ouvert? Mais si c'est ouvert, on les a pas chers. Et puis grâce à les événements, grâce à l'investissement de la collectivité, grâce au travail que vous faites les uns les autres, l'année 2, l'année 3, l'année 4, ah oui, mais bon, maintenant votre truc c'est rentable, l'événement il marche bien, donc ce que je vous aurais donné gratuitement à 100 balles, maintenant ça sera au prix fort. Je vous donne un exemple. Festival de films de comédie, on en parlait, 26e édition, à une période plutôt creuse, 3e semaine de janvier. Donc on sollicite tous les hébergeurs, les hôteliers pour avoir des chambres à disposition. Et on a toujours 2-3 hôteliers qui ne veulent pas mettre des chambres à disposition. Et au dernier moment, comme il y a plus de demandes que d'offres, ils libèrent leurs chambres, qui vendent 2 fois plus cher. Donc c'est des gens qui n'aident pas l'événement et qui rapportent encore plus de fruits pour eux. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, des contributions à nous apporter? Et j'aurai une petite question de fin à chacun. Vous demandez l'événement 2050 que vous pourrez créer, et pourquoi pas faire aussi dans la démarche. Il sera plus quoi? Il sera moins quoi? Donc je poserai la question à chacun. Donc c'est évidemment en liaison avec la dernière thématique. Est-ce que vous avez des contributions, des questions? Je vois que... Guillaume. Merci beaucoup. Guillaume Cromery des Tourisme. J'ai une question par rapport un peu aux chiffres qui sont présentés. 86% juste que les retombées économiques positives pour la destination et 50% pensent que c'est important qu'il n'y a pas assez de taf sur la RSE. Je me pose la question des indicateurs. À la fois sur le choix d'un événement, en quoi une destination en fait va dire go ou no go en fait sur un événement. On parlait hier des banques qui à un moment donné disent on va arrêter de financer ça. Par rapport à des indicateurs extra-financiers aussi. Je voulais savoir, c'est quoi les indicateurs pour un territoire de dire on va aller sur cet événement ou on ne va pas y aller par rapport à des questions environnementales, par rapport à des questions sociales et par rapport à des questions économiques. Et pareil sur la fin, sur le monitoring en fait, de tout ça, à la fin, on parle des bilans. On connaît nos bilans de fin de saison qui sont quand même très économiques et taux d'occupation moyen, etc. Comment on intègre aussi ces indicateurs pour dire qu'un événement, la performance de l'événement est réussie par rapport aussi à l'extra-financier. Michael, je sais que Savoir Mont-Blanc voulait travailler là-dessus, sur un outil pour aider les collectivités. Alors déjà, sans faire de promotion, mais G2A est bien sur la partie RevPAR. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que déjà, c'est très aligné avec le maire, les élus qu'on peut avoir. Est-ce que véritablement, il y a une vision ou est-ce qu'il n'y en a pas? On est forcé de constater que sur notre territoire, il n'y en a pas beaucoup qui ont une vraie vision. Objectivement, on est plutôt dans la continuité de ce qui marche, mais la vraie vision, ce qui incarne les 15 ans, 20 ans à venir, qu'est-ce que je veux faire de ma station, où je vais avec mon village, j'en connais peu. Et la question, effectivement, et j'allais répondre à Alexis sur sa fameuse
dernière question qui est de dire qu'est-ce qu'on peut imaginer sur un événement 2050, et ça rejoint ta question, c'est qu'à mon avis, on a besoin aujourd'hui d'avoir une méthodo et un référentiel qui identifie très clairement pourquoi j'irai sur tel événement, pourquoi je n'irai pas, qu'est-ce que j'attends des retombées de cet événement médiatique, économique, les livrables, etc. Et ça, je partage une expérience, et donc je n'aurai pas la dernière question, sinon tu vas me planter. Vas-y. Mais je partage une expérience d'il y a quelques semaines au Canada, où Montréal travaille avec une association qui a 20 ans, et où aujourd'hui, ils travaillent avec cette association pour justement piloter la stratégie des livrables et de qu'est-ce qu'on attend, comment on arrive à être plus vertueux. D'avoir des éco-cups ou que les banderoles aujourd'hui soient inifugées et recyclables, ce n'est pas être RSE. Aujourd'hui, c'est pas que la question des goodies. Non, voilà. Et donc, je pense que, on disait tout à l'heure, on pèse quand même l'hiver sur Savoie-Mont-Blanc 5 milliards d'euros. On pèse 1 milliard l'été, on fait vivre 60 000 personnes directement, 120 000 indirectement. On devrait quand même à un moment donné se poser la question de quelles sont nos méthodes et qu'est-ce qu'on veut au final d'un événement et pourquoi on aurait critères de réussite ou pas. Pourquoi on ne le prend pas? Objectivement, je ne sais pas si tu as vraiment ça aujourd'hui, mais je crois que peu ou pas de destinations l'ont mis en place, nos concurrents directs l'ont mis en place. Évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres contributions avant de poser cette question à chacun de l'événement 2050? Oui, bonjour à tous. Michel Roche de Topski News. Je voudrais revenir au titre de la table ronde. L'événementiel, à quel prix et pour quelle retombée? Vous pouvez nous donner un ordre de grandeur de vos budgets opérations pour les 3 gros événements qu'on a mentionnés? Et une question pour Michael. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans les chiffres qui sont encore frais, certes, qui sont sortis depuis hier? Alors, je vous redonne la question parce que si vous posez la question, c'est que vous avez une idée, à mon avis. Qu'est-ce qui vous a surpris, vous? Non, là, j'ai besoin de les revoir, en fait. Ils sont tout neufs, hein, les chiffres. Ils sont de la nuit. Alors, qui répond à la question? Oui, François, tu veux répondre? Des budgets, des ordres de grandeur. Oui, c'est clair. Et en toute transparence, mais si c'est toujours compliqué, entre ce que ça coûte à la collectivité, ce que ça coûte à l'organisateur d'à côté et ce que ça coûte au total, il y a des parties qui ne sont pas forcément connues. Sur l'Alpe d'Huez, le Tour de France, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même vraiment partie de l'ADN du Tour de France. À la collectivité, ça coûte 300 000 €. Mais on sait tous que l'inscription... Chaque étape, c'est à peu près ça, oui. Oui, c'est à peu près ça. Sachant que la philosophie d'ASO, c'est que le ticket d'entrée soit pas trop cher. Et vous n'avez pas un prix de gros comme vous les avez souvent? C'est pas moins cher, non? Non, on n'a pas de prix de gros, malheureusement. Et de toute façon, s'ils voulaient venir tous les ans, on les prendrait tous les ans avec plaisir parce que le rapport... Alors, ça m'intéresse. Voilà. Donc, 300 000. Alors, la Grande Odyssée, pour être candidat à avoir une étape, c'est combien? Alors, la question, c'était pour être candidat ou combien ça coûte à produire? Parce qu'en fait, les coûts sont différents. Évidemment. Alors, les deux, allez-y, donnez les deux. Alors, à produire une édition de la Grande Odyssée, on est sur un budget d'1,2 million à peu près. D'accord, voilà. sur l'ensemble des 15 jours. Moi, je suis commune, je peux la recevoir. Ouais. C'est 25 000 € par jour pour accueillir la course. 25 000 € par jour pour pouvoir le revoir. OK. Bon, c'est vrai que les chiffres sont très différenciés. Hein. C'était l'argent public, donc la mairie de Megève l'a publié. Hein. Donc, c'est Tokissim cette année, ça sera 900 et quelques 1000 €. Et c'est quasiment toute une partie donc, de subvention de la commune sur, je le rappelle, un événement hors saison, ce qui est quand même tout à fait remarquable de la part de la commune de le faire. François, le festival du film d'humour, c'est combien? Le festival du film d'humour, pour la collectivité, ça coûte 200 000 €. Leur budget global, il avoisine le 1 million d'euros. D'accord. Donc, c'est quand même effectivement des retombées plus importantes. Et donc, Tomorrowland? Vaste question. C'est ça qui m'intéresse. Je me doute. Mais en toute transparence, parce que de toute façon, la part de la collectivité est publique. Ça nous coûte entre la mairie, les remontées mécaniques et l'office du tourisme, parce que peut-être ce que je n'ai pas assez dit, c'est que c'est vraiment porté par les trois, avec l'organisateur bien évidemment. Et je pense que dans les enjeux des événementiels, ce qui était évoqué tout à l'heure, ce sera la gouvernance qui fera la différence. Donc pour l'ensemble des 3 entités, ça nous coûte environ 800 000 €. Voilà. D'accord. La part que met Tomorrowland, qui est un privé, elle est bien plus supérieure à ça, mais je ne la connais pas. J'aimerais vous poser, alors je ne sais pas si c'est une question que vous vouliez poser, mais la question de la gratuité. C'est vrai que dans beaucoup de destinations, on s'est posé la question, ah oui, mais un événement gratuit, en tout cas de gratuité, d'accessibilité publique, parce que le gratuit n'existe pas, il y a forcément quelqu'un qui paye à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus demandé par les collectivités Que pense la Compagnie des Alpes qui forcément a envie de faire du volume sur ces événements-là? Est-ce qu'à un moment, si on vient vous taper à la porte, vous serez plus sensible à un événement qui soit très largement et donc accessible au public? Et donc là, on voit autour de nous de la table, il y a des événements où il fallait payer pour y aller. Il y a la question dans la réponse là aussi.
il y a plus exactement la réponse dans la question. À un moment donné, quelqu'un paye. D'ailleurs, la gratuité n'existe pas. La gratuité est portée forcément, qui par l'organisateur, qui par la mairie, il y a la subvention, mais la gratuité n'existe pas. Donc, je suis pas persuadé que ce soit. Nous, on le voit pas. C'est pas réellement un sujet. Encore une fois, la gratuité n'existe pas. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il en soit. Oui. Ça dépend des événements. Le festival du film, la particularité, c'est qu'on peut voir tous les films pendant 5 jours, 5 films par jour, gratuitement. Et c'est que des avant-premières. Et c'est une partie des choses. Voilà. Très bien. Alors, on va terminer par ce dernier petit tour. Annabelle. Gratuit pour qui? Pour le public? Exactement. Pour le public. La Grande Odyssée, c'est gratuit. Évidemment, c'est un cadeau. Pour de France, pareil. J'aimerais qu'on fasse un petit tour, Michael. Je termine par la dernière question qui était quel est le chiffre qui surprend? Bien sûr. Comme ça, après, je peux enchaîner Absolument. sur une question piège que je n'aurai pas. C'est plutôt 3 sur 4. Je suis étonné que 3 Français sur 4 soient prêts quand même à déclencher un séjour autour même d'un grand événement. Je trouve que le scoring est très élevé. Oui, peut-être. Ça laisse une belle place dans la créativité, du coup, parce que ça veut dire que les gens... Après, la question, c'est est-ce qu'ils viennent pour les bonnes raisons, en tout cas sur notre territoire? Est-ce qu'ils viennent pour profiter du contemplatif de la montagne? Ou, et sans aucun jugement, et on voit l'exemple de Tomorrowland ou de d'autres activités, est-ce qu'ils viennent pour le décorum? Et est-ce qu'ils viennent pour une autre promesse? Ça, c'est une vraie question. Évidemment. Je vous pose la question finale. Donc, vous avez... oui, Perrine. Avant la question finale, moi, je voulais revenir sur le bilan. Juste vous dire que pour les championnats du monde, une étude d'impact est en cours, portée par le ministère et sur 3 volets. On a beaucoup parlé de la dimension économique, peu de la dimension RSE qui est pourtant vraiment cruciale. Et puis l'autre dimension qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est la dimension sociale qui est extrêmement importante. Moi j'ai envie de rappeler les 1200 bénévoles qui ont participé à ces championnats du monde, qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude, plus de 50% de retours, plus de 80% qui considèrent cet événement comme étant une expérience extrêmement positive. Donc c'est vraiment ces événements, c'est aussi des créateurs de liens, des transferts d'expériences, et c'est un sujet extrêmement important. Oui. Et j'avais invité Isabelle Pochal, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais c'est pour Glisse en Cœur, il y a cette notion extraordinaire des bénévoles. Ouais. La dimension travailler ensemble, faire se rencontrer des gens dans une station qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et donc, en ce qui concerne les championnats du monde, retour de cette étude au mois de juin. On en saura plus. Eh bien, écoutez, sur ces 3 volets. avec plaisir pour en parler lors d'une prochaine table ronde. Donc, dernière question de fin. Un événement 2050, si vous étiez dedans, pour vous, à titre personnel. Allez-y, livrez-vous. Il serait plus quoi? Il serait moins quoi, François Baldini? Moi qui suis un grand amoureux du sport, je pense que ce ne sera pas un événement sportif. Ce sera un événement, par contre, transgénérationnel. On le voit bien aujourd'hui, tous ces petits conflits qu'il peut y avoir et que certains événements aident les générations à se rencontrer entre eux. Donc, je ne sais pas l'activité, mais il sera transgénérationnel et il sera international parce que, comme on le disait tout à l'heure, peut-être que la montagne est un peu trop consanguine, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu oublier les limites des frontières. International et intergénérationnel. Ouais. Perrine Pellen, vous avez déjà vu beaucoup d'événements, donc vous me faites une projection comme ça, un point de tirage 2050. Il serait un événement, vous adoriez être sollicité. Si on est sur le thème de la montagne, il faudra d'abord qu'il soit co-construit. Donc les acteurs de la montagne. Donc tous c'est ensemble qui le fait ensemble? Voilà, Ok. ensemble, un concept à définir ensemble. Et je ne vous cache pas que la question qui m'interpelle, c'est en lien forcément avec l'impact environnemental et la dimension. Ça correspond à l'étude qu'on a eue. Impact carbone, quand on sait que 75% des émissions, c'est le transport, donc joker. Voilà. Donc c'est fait ensemble et plus responsable, si j'ai bien fait le résumé. Annabelle. Il sera plus expérientiel. Je pense qu'aujourd'hui aussi, ce que cherche... Inviter le client à vivre une expérience à l'intérieur de l'événement. Ouais. Voilà. Ça correspond à la première table ronde ce matin sur les gamers, le gaming, et aider donc les jeunes à se projeter dans l'événement et pas être uniquement spectateur derrière la barrière, avoir quelque chose. Oui. Et ciblé, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de cibles. Un événement, il vient au service d'une stratégie aussi. Évidemment. Donc voilà, il y a différentes cibles. Jean-Charles Perrineau, même question. Alors, il sera beaucoup moins importé, beaucoup plus autoporté.
Et quelque part, je rejoins. Qu'est-ce que ça veut dire? La notion de créer, alors ça fait très mot-clé, mais quand même, lorsque vous embarquez les différentes équipes, les différentes structures, les différents, entre guillemets, écosystèmes, c'est un facteur de succès et d'engagement et de réalisation. C'est l'extra mile. C'est cette espèce de notion qui fait que ça donne encore plus envie. Les gens sont plus engagés. Quelque part, vous attirez des choses qui sont totalement cohérentes par rapport à la marque de la destination. Très bien. Michael Rescat, vous répondre à la question? Observateur. Un référentiel. Qu'est-ce qu'on veut? Le livrable. Le livrable, c'est vrai qu'aujourd'hui, je redis certains pays qui sont très forts. Je redis Montréal. Ça m'a pas mal marqué d'avoir comme ça cette map où ils décident finalement, est-ce qu'on est bien dans cette case-là? Est-ce qu'on va bien faire travailler tel et tel acteur? Les indicateurs. Est-ce que les habitants vont profiter réellement de cet événement? Est-ce qu'il y a une gratuité ou pas pour eux spécifique? Est-ce qu'on a envie de faire venir des gens de l'autre bout du monde? Est-ce qu'on va se concentrer sur l'Amérique du Nord? Toutes ces choses que finalement, parfois, on réfléchit un peu après, voire après plusieurs éditions. Et je trouve que l'origine quand même de la pensée, qui est de dire qu'est-ce qu'on veut monter ensemble, c'est la première question à se poser. Elle est évidente, elle n'est pas toujours posée au bon moment. J'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, l'ensemble de ces intervenants. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'événementiel.